Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. L'occasion ici nous est donnée de synthétiser une partie de la matière. N'hésitez pas à prendre des notes pour appréhender plus facilement ce podcast. Tout de suite, je vous propose une image avec même une question en particulier. Quelle est cette voiture? Alors, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que c'est tout simplement noté de part et d'autre de la calandre. Il s'agit d'une Facel Vega, plus particulièrement une Facel Vega FV3B. Moteur Chrysler, 4,9 litres, puissance de 250 chevaux quand même. C'est une voiture toute neuve à l'époque, et si je vous parle de cette voiture, c'est bien sûr, vous aurez tous compris, pour vous parler de cet auteur que nous avons vu ensemble, un bel homme, mais à part cela, vous aurez reconnu Albert Camus. C'est à bord d'une voiture FV3B Facel Vega que Albert Camus est décédé le 4 janvier 1960, vous le savez. Or, cela nous avait permis d'aborder deux tendances philosophiques au sein de la littérature, l'humanisme et l'existentialisme. Ces deux tendances traversent le XXe siècle. C'était dans un texte de Pierre-Henri Simon qui s'appelait La relève des humanistes que nous avons entendu parler de ces deux tendances. Pierre-Henri Simon, un romancier, un poète, qui était devenu d'ailleurs professeur de littérature à Gand avant la guerre, avant d'être mobilisé, arrêté d'ailleurs, emprisonné pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au sortir de la guerre, c'est un homme qui est connu, qui est réputé en tant que critique littéraire. Il écrira notamment des critiques littéraires pour le magazine Le Monde. Et c'est à ce titre qu'il écrit en 1948 L'homme en procès, et c'est là-dedans qu'on trouve ce texte, souvenez-vous, de La relève des humanistes. Accessoirement, il est élu à l'Académie française. C'est lui qui oppose ces deux tendances, humanisme et existentialisme. Observons ces deux tendances en partant de l'humanisme. Attention, l'humanisme, je parle bien de l'humanisme moderne, pas de l'humanisme de la Renaissance, qui se caractérisait par un retour, je vais dire, au texte antique, et sous l'impulsion assurément de l'imprimerie, une diffusion des connaissances, une diffusion du savoir qui aura un impact sur l'éducation, qui aura un impact sur l'art, sur la politique, sur la religion même, avec des grands noms qui traversent ce courant humaniste, comme les Italiens, Dante, Pétrarque ou Boccace, mais aussi Érasme, Rabelais, Montaigne, des auteurs de ce genre. Alors, je le dis, non, ce n'est pas de cet humanisme de la Renaissance que nous parlons ici, mais bien d'un humanisme moderne, héritier assurément du romantisme et de sa passion pour l'homme, héritier aussi de la confiance dans le progrès que le libéralisme a manifesté dès la fin du XIXe siècle. Quand Simon écrit son texte, viennent d'être signée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Or, c'est bien de cela qu'il est question. L'humanisme se caractérise selon lui par deux grands principes. Il existe une nature humaine et il existe une hiérarchisation des valeurs. Il existe une nature humaine, correspond bien finalement aux droits de l'homme qui viennent d'être signés, à cette idée que l'homme a des droits, droit de vivre, droit de penser, les droits à l'instruction, droit à l'information, ce genre de droits correspond bien finalement à l'idée qu'il existe une nature humaine. Pierre-Henri Simon nous dit que si un acte est considéré comme inhumain par un tortionnaire, par exemple, par un bourreau, par un monstre, justement, c'est qu'on a une sorte de définition de ce que doit être un humain. Et la hiérarchisation des valeurs, Pierre-Henri Simon le dit,
l'homme reconnaît pour évaluer ses actes une hiérarchie de valeurs, et les plus haut placées sont celles que l'esprit poursuit comme ses fins propres. Nous allons traiter successivement ces deux grands principes de l'humanisme. Le premier grand principe, il existe une nature humaine. Il existe pour les humanistes un type humain idéal, un modèle. Et ce modèle, on le retrouve dans tous les secteurs. C'est autant un père aux yeux de son fils qui essaye de lui ressembler, qui inscrit ses pas dans les pas de son père, que pour les plus croyants, Jésus, Christ, notre Sauveur. Et eh bien, je le sais, je le vois dans les yeux de quelques élèves, que le modèle peut être également un professeur. Il existe une nature humaine selon les humanistes. Il existe aussi une hiérarchisation des valeurs selon les humanistes. Un père dit sans arrêt à son fils, oui, c'est bien ce que tu fais, ou ce n'est pas bien ce que tu fais. C'est bien que la valeur, on la positionne par rapport à d'autres valeurs. Le père dit à son fils, tu as prêté ta petite voiture, c'est bien. Tu ne l'as pas prêté, tu n'as pas voulu partager, c'est mal. Pourquoi? Parce que les valeurs les plus haut placées sont les valeurs de l'esprit, et les valeurs qui correspondent au corps sont celles en dessous. C'est ainsi que le partage est au-dessus de l'égoïsme. C'est ainsi aussi, ben voilà, quelqu'un de gourmet, c'est quelqu'un qui s'y connaît en cuisine. À l'inverse, un gourmand, c'est quelqu'un qui amasse de la nourriture, et ce n'est pas bien. Voilà des valeurs hiérarchisées. On peut très bien imaginer qu'il y a plus que deux valeurs, n'est-ce pas? Une hiérarchisation, il peut y avoir une échelle très importante. Ici, il suffit qu'on ajoute Goulaf, et on a, voilà, une hiérarchisation des valeurs. Goulaf, c'est moins bien que gourmand, c'est moins bien que gourmet. J'attire votre attention d'ailleurs sur le fait que Goulaf est un belgicisme qui ne s'emploie que dans nos régions. En France, on parlera plutôt de goulafre, avec un R. Voilà un autre exemple de hiérarchisation des valeurs pour un humaniste. L'artiste est au-dessus, l'artisan est au milieu, et le bricoleur, ma foi, ne faisant ça que pour lui, c'est une valeur qui est en dessous. On le voit, cette hiérarchisation des valeurs, cette recherche de valeurs spirituelles pour le sage, pour le juste, pour l'esthète, sont à chaque fois l'esprit au-dessus du corps. La religion véhicule, communique cette idée-là. Toutes les religions sont humanistes, puisque les vertus sont au-dessus des péchés. Le don, c'est bien. L'égoïsme, l'avarice, la luxure, c'est mal. Ainsi, certains péchés qui concernent le corps sont vraiment très mauvais, puisque la Bible regorge d'exemples. C'est aussi l'homme contre l'animal. L'esprit contre le corps, on peut très bien le comprendre comme ce qui différencie l'homme de l'animal. C'est cette hiérarchisation des valeurs. Ainsi, évidemment, l'humanisme est optimiste, mais est aussi idéaliste. Optimiste, pourquoi? Parce qu'on y croit. Il suffit finalement de suivre le modèle. Ce n'est pas compliqué. Et ça donne un sens à la vie. Toute la vie peut se baser sur cet espoir que l'homme va s'inscrire dans ce modèle et assurer cette dignité qui le caractérise et qui le distingue de l'animal. Or, bien sûr, cette tendance traverse tout le XXe siècle, et elle se retrouve chez des auteurs, tant des auteurs catholiques que des auteurs athées, des auteurs catholiques tels que Georges Bernanos, dont les titres illustrent bien la problématique du bien et du mal, et donc s'inscrivent dans cette problématique plus générale de l'humanisme. Sous le soleil de Satan, les ténèbres, journal d'un curé de campagne, le voici. Alors,
C'est aussi par exemple François Mauriac, un grand écrivain français, hein, Le désert de l'amour, Le nœud de vipère, qui lui analyse les tourments de l'âme en proie à la passion. D'autres écrivains athées s'inscrivent aussi dans cette tendance humaniste au XXe siècle. C'est les deux André, André Gide et André Malraux, que vous voyez ici. André Gide, La symphonie pastorale, Les nourritures terrestres, qui montre dans son inquiétude sur la condition humaine un conflit entre finalement la moralité et le devoir, et donc une hiérarchisation des valeurs, un système de valeurs en tout cas. Et André Malraux, qui a écrit La condition humaine et qui s'intéresse à l'engagement, au sens du sacrifice, va lui aussi hiérarchiser les valeurs. Or, un fait nouveau arrive, c'est bien sûr la guerre, et c'est la guerre qui va bouleverser ces deux tendances. Alors, bien sûr que l'humaniste qui rencontre la guerre va s'offusquer, va être scandalisé, il va protester, mais s'il proteste, c'est au nom d'un idéal humain, précisément. C'est parce qu'il voit que l'humanité ne respecte pas les grands principes de l'humanisme. Mais la victoire lui redonne confiance en l'homme et lui a donné finalement raison à son espérance. Or d'autres pensent autrement, vous le savez, ce sont les existentialistes. Permettez-moi de vous rappeler ce que Pierre-Henri Simon dit. Or d'autres réagissent autrement, jetés dans un univers sans cohérence ni ordre, où triomphe la force brutale et les instincts, où les destins individuels sont faussés et déchirés par de grandes vagues historiques, aveugles et irréversibles. Ceux-là ne veulent plus, ne peuvent plus croire à l'homme idéal, au règne de l'esprit. Nous sommes très clairement ici dans la négation même de ce qu'était l'humanisme. Nous ne pouvons plus croire au règne de l'homme idéal, au règne de l'esprit. Il n'y a pas de nature humaine. Il n'y a pas de hiérarchisation des valeurs. Et l'existentialisme est à lire, à mon sens, sur cette négation de l'humanisme. C'est ce que nous allons faire ensemble, mais avant, ne pas oublier que cet existentialisme, c'est une perte de sens. On n'y croit plus. Et dès lors, il y a deux grands aspects, c'est l'absurde et le pessimisme. L'absurde parce que ils sont confrontés à un monde qu'ils considèrent comme absurde, livré au hasard et à la contingence. Le monde n'a ni cause ni but, et donc grand sentiment de pessimisme qui traverse toute cette tendance. L'absurde, vous le savez, Sartre et sa gratuité parfaite ne l'envisage pas de la même façon que Camus, qui parle de silence déraisonnable du monde. Nous allons le voir dans un instant. Mais d'abord, n'oublions pas que le pessimisme a un mot, un nom, c'est l'angoisse. L'angoisse de voir ce monde si difficile, peut-être l'angoisse qui caractérise des écrivains existentialistes tels que les deux que nous venons de citer. Alors, intéressons-nous aux deux tendances humanistes. Il existe une nature humaine. Or, précisément, pour les existentialistes, il n'existe pas de nature humaine. Le père n'est plus un modèle. C'est finalement l'adolescent qui regarde un peu son père et se dit quoi, c'est donc cela mon modèle, c'est donc cet homme auquel je voulais ressembler. Il n'y croit plus. Cela me rappelle Antigone de Jean Anouilh, et cette réplique de Créon qui dit à son fils qui le supplie comme ça d'intervenir pour sauver Antigone, la fille qu'il aime, et Créon lui dit « On est tout seul, Émone, le monde est nu, et tu m'as admiré trop longtemps, regarde-moi. C'est cela devenir un homme, voir le visage de son père en face une fois. » Eh bien c'est cela, c'est précisément cela, c'est que le fils qui voit son père le voit peut-être vraiment et se dit c'est donc cela mon modèle. Il n'y croit plus et il devient adolescent. Les religieux finalement ne voient plus dans la religion
un modèle non plus, on n'y croit plus en Dieu, et même l'enseignement, l'éducation, tout le modèle sur lequel l'humanisme s'est inscrit tombe à l'eau pour le jeune adolescent. C'est ainsi qu'il ne croit plus non plus en la hiérarchisation des valeurs, parce que tout simplement, il n'y a pas de valeur. Il n'y a aucune valeur. Il n'y a plus de certitude. Et entre l'esprit et le corps, eh bien, ils vont choisir le corps. Au moins, cela se rapporte à l'homme concret tel que les existentialistes veulent l'envisager, avec ses faiblesses, avec ses misères, mais aussi avec son vouloir vivre. Ils veulent voir en l'homme tout son aspect corporel, tout son aspect animal, pour au moins finalement avoir ce minimum de jouissance, de puissance qui montre qu'ils vivent. C'est ainsi que on va retrouver la célèbre phrase de Sartre qui dit « l'existence précède l'essence ». Cette phrase, qui est une phrase clé de l'existentialisme sartrien, eh bien, elle résume à mon sens cette négation de l'humanisme. L'existentialiste, c'est il n'y a pas de nature humaine, il n'y a pas de hiérarchisation des valeurs. Or, l'essence, il faut précisément la comprendre comme étant la nature humaine, la définition de ce qu'est un homme. Par essence, une chaise à 4 pieds, un dossier. Si elle n'a pas de dossier, alors c'est un tabouret. C'est qu'on a la définition de cette chaise. Eh bien, il n'y a pas de définition de l'homme, il n'y a pas de modèle. Et donc, c'est notre existence à chacun qui va finalement créer ce modèle. C'est ce qu'on va faire de notre vie qui va définir qui on est. C'est véritablement une philosophie qui est basée sur le choix. L'homme a le choix puisqu'il n'a pas de modèle. Il doit faire ses courses sans liste de courses. Il doit construire son meuble Ikea sans le modèle pour le construire. Ainsi, ce choix implique deux choses. Bien sûr, la responsabilité du choix, et c'est très important pour Sartre. L'homme est responsable de son choix, il a la responsabilité totale de son existence, mais également ce choix provoque lui aussi de l'angoisse. L'angoisse de devoir choisir, l'angoisse de se dire est-ce que je fais bien, est-ce que je vais dans le bon sens. Permettez-moi de revenir maintenant sur un autre point, un point que j'ai déjà abordé plutôt, c'est précisément la différence de conception de l'absurde entre Sartre et Camus, qui étaient deux amis. Ils se rencontrent en 1943 et des grands idéaux les réunissent. Camus, qui est à l'époque directeur du journal Le Combat, va demander à Sartre d'intégrer ce journal, et une grande amitié se lie entre eux. On les retrouve au Café de Flore, par exemple, à Saint-Germain-des-Prés, et cette amitié va être un peu écornée au fur et à mesure par des brouilles successives. La position de Sartre, par exemple, sur le stalinisme ne plaît pas à Camus, la position de Camus sur la guerre d'Algérie ne plaît pas à Sartre. Mais ce qui va les opposer, c'est l'homme révolté, tel que nous l'avons vu ensemble. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est que dès le départ, ils n'ont pas la même vision de l'absurde. Pour Sartre, l'absurde, c'est la gratuité parfaite. Il le dit dans son œuvre, ici, La nausée, aucun être nécessaire ne peut expliquer l'existence. La contingence n'est pas un faux semblant, une apparence qu'on peut dissiper, c'est l'absolu. Par conséquent, la gratuité parfaite. Tout est gratuit. Et quand on s'aperçoit de cela, eh bien ça donne la nausée. Tandis que Camus, lui, parle du silence déraisonnable du monde. Et il le dit dans, évidemment, le mythe de Sisyphe, l'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Distinguons un peu, tel que je l'avais fait, ces deux tendances à envisager l'absurde.
sous forme de petits dessins sympathiques. Je vous ai mis une fille un peu sexy à la place d'un homme, c'est plus intéressant. Pour Sartre, c'est cela, c'est le monde, l'homme qui est au pied de cet arbre, autant que la racine de l'arbre. Tout cela n'a pas de sens. Tout cela se définit par la contingence. Il n'y a pas de nécessité d'être là. Nous sommes là et puis c'est tout. Et tout cela est irrémédiablement absurde. À l'inverse, Camus nous parle dans le mythe de Sisyphe, vous le savez, ce brave homme condamné à rouler une pierre tout en haut d'un sommet chaque jour, et une fois qu'il arrive au sommet, la pierre tombe, il doit recommencer éternellement ce labeur. Eh bien, Sisyphe, pour Camus, représente bien notre humanité. Finalement, que faisons-nous d'autre que cela? On se lève, on va travailler, maintenant on ne va plus travailler puisqu'on est chez nous, mais on travaille et puis on va se coucher, on travaille, on va se coucher, on travaille, on va se coucher. Cette monotonie de l'existence, c'est l'absurde. Et Camus nous dit que l'absurde, finalement, c'est comme un homme qui poserait des questions au monde. Et en posant des questions au monde, l'homme attend bien sûr des réponses. Or, le silence déraisonnable du monde crée un précipice infranchissable entre l'homme et la nature. L'absurde vient de là pour Camus. L'homme pose des questions au monde et le monde ne répond pas. Ce qui fait qu'il suffit d'arrêter de poser des questions. Et dans ce cas, bien, on se retrouve évidemment heureux. On peut vivre heureux. C'est comme ça qu'il faut envisager Sisyphe, nous dit-il. Il faut imaginer Sisyphe heureux à la fin du mythe de Sisyphe. Or, Meursault illustre bien dans L'étranger cette conception. Je vous rappelle que le roman est en deux parties. Dans la première partie, il est bien question de montrer qu'il n'y a pas de valeur. Meursault n'a aucune des valeurs traditionnelles, il ne croit pas spécialement au travail, il refuse d'ailleurs une promotion, il ne croit pas en l'amour. Quand Marie lui demande s'il veut l'épouser, il dit oui, pourquoi pas. Et est-ce qu'il a la valeur familiale non plus, puisqu'il refuse par exemple de voir le visage de sa mère ou de pleurer à l'enterrement de celle-ci. Or, cet homme qui n'a pas de valeur vit bien. Il vit heureux parce qu'il ne se pose aucune question. Il est le modèle de Sisyphe. Mais vous le savez, entre la partie 1 et la partie 2, ah oui, pardon, bien sûr, l'esprit plutôt que le corps. Hein, qui, plus que Meursault, illustre cela, puisque il a envie de Marie, il fait l'amour avec elle, il a soif, il boit, et il n'y a que cela qui compte. Mais il vit heureux, c'était le principe. Or, entre les deux parties, vous le savez, c'est le meurtre de l'arabe, qui est très important, parce que c'est sur le soleil que Meursault tire. Il nie finalement le monde, et en faisant cela, il crée un précipice infranchissable entre le monde et lui. Il se retrouve coincé dans l'absurde et il le vit difficilement, comme on imagine. En plus, il est en prison, tout le monde lui pose des questions, c'est très pénible et c'est évidemment dans cette optique qu'il faut regarder le roman, avec ce précipice infranchissable qui désormais est la vie de Meursault. Ce n'est qu'à la fin du roman que Meursault s'apaise. Il s'énerve sur le curé qui est venu lui rendre visite, sur l'aumônier, et puis il se retrouve seul dans sa cellule, et il se calme. Les étoiles viennent sur son visage, il est de nouveau apaisé, et que dit-il? Eh bien, il dit qu'il voudrait tout recommencer. Il est capable de tout recommencer, tout revivre. C'est l'équilibre qui est revenu, c'est l'acceptation à nouveau de l'absurde qui est revenu. Même si Camus va évoluer avec la révolte, la philosophie de Camus va évoluer avec la révolte, en tout cas voilà ce qu'on peut dire de ce cas de L'étranger d'Albert Camus. Car est-ce qu'à la fin de L'étranger, il n'affirme pas déjà une valeur, la valeur de la vie?
Eh bien, c'est sur cette question que je vous laisse et je vous dis à bientôt.